Quand vous venez au Musée de l'Homme, vous tombez sur une interrogation à l'entrée de la Galerie de l'Homme. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Et ce chapitre est le moins fourni du parcours, puisque bien sûr, le futur reste à découvrir, reste à inventer. Comme vous le voyez sur cette première diapositive, 3 logos sont présents. Celui du musée, bien sûr, puisque j'y travaille depuis des années. Je suis à présent retraité, mais j'ai dirigé pendant longtemps les collections d'anthropologie du musée. Celui de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, ma maison mère, où j'ai été directeur de recherche, émérite maintenant, et la Société d'écologie humaine, dont j'ai été président, et qui se livre à ce genre d'interrogation, puisqu'il s'agit bien sûr d'une interaction entre l'homme et son milieu. Alors le titre initial concernait la tête que nous aurions dans 10 000 ans. Mais pourquoi 10 000 ans plutôt que 1000 ou 100 000? Donc j'ai préféré une formulation plus générale. Demain, de quoi sera fait demain? L'humanité va-t-elle disparaître en ces temps épidémiques? Évidemment, il y a une certaine angoisse, mais non. L'humanité est sur Terre depuis très longtemps et encore pour longtemps, mais avec quelle tête? Alors vous voyez ici ce dialogue entre le passé et le futur. Le passé, c'est le crâne d'un homme de Néandertal, conservé dans nos collections du Musée de l'Homme et exposé, l'homme de la Ferracie. Et le futur, c'est un robot humanoïde. Quelle est la nature du dialogue entre ces deux entités? Eh bien, les gens s'en donnent à cœur joie du point de vue de l'imagination. Et on trouve, quand on cherche un peu, un certain nombre de figurations amusantes, sinon grotesques, comme celui de l'Homo computerus qui est penché sur sa machine. Alors, disons d'emblée que ces spéculations, elles reposent sur une asymétrie et une dualité. D'un côté, nous avons la biologie humaine, la biologie évolutive, et elle est relativement prédictible. On peut faire des hypothèses, on connaît plus ou moins ce qu'on appelle l'horloge moléculaire, donc le nombre de mutations qui affectent l'humanité par génération. On sait ce qui s'est passé chez nos ancêtres et donc on peut faire des projections pour l'avenir. Ça, c'est ce qui concerne notre corps biologique. Ce qui est par contre imprévisible, et c'est le deuxième élément de cette dualité, c'est la technologie. Puisqu'elle fonctionne sur un mode exponentiel, elle accumule des avancées de plus en plus rapides et de ce point de vue, il est très difficile de prédire à 10 ans, à 50 ans, à 100 ans et a fortiori à 1000 ans ou 10 000 ans ce que l'homme pourra bien inventer et comment il pourra greffer cette technologie sur son corps biologique. Cette diapo rappelle cet élément-là. Mais on n'est pas non plus à l'abri d'une régression et donc un retour, une dévolution vers un stade primate antérieur. Du moins, c'est ce que les gens pourraient penser s'il y a ce qu'on appelle un collapsus. Vous savez qu'il y a toute une théorie sur la collapsologie. Si les civilisations humaines s'effondraient et qu'on retourne à l'âge de la pierre et même bien avant. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu ce que les générations passées ont imaginé de notre futur, puisque là, on a un petit peu de recul. Vous savez, ici, cette diapo a près de 80 ans, donc c'est un dessin de 1933 qui fait une prédiction sur l'avenir, sans toutefois préciser le stade de l'avenir, mais en tout cas l'homme futur. Et vous voyez que d'abord, le créateur de cette image a compris qu'on allait grandir. Donc l'homme futur sera plus grand que l'homme d'aujourd'hui. Du coup, ses proportions corporelles vont changer. Vous avez ici ce canon de Vitruve, qui est un homme dont la stature représente en hauteur l'équivalent de 8 têtes ou de 7 têtes et demie. Et donc, dans un futur un petit peu plus lointain, avec l'augmentation de la taille, qui se fait surtout sur les jambes, et peu sur la tête, on aurait un abandon de ce canon à 8 têtes pour peut-être 9 têtes, voire 10 têtes. Et puis, vous voyez ce que l'artiste imagine, des bras plus courts et des jambes plus longues. Il n'argumente pas là-dessus, avec donc une réduction des mains et des pieds.
Et puis au niveau de la tête, donc un front large, des yeux plus enfoncés, un nez plus étroit, etc. Bon, tout ça, ce sont des spéculations. Ce qui est amusant, c'est que Paul Klee, dans la même année 1933, représente ainsi l'homme du futur. Alors, en termes de fantaisie, je vous en ai trouvé quelques autres, comme cet affreux gnome là, qui a un dispositif nasal destiné à filtrer la pollution, qui a une atrophie des jambes parce qu'il est sédentaire, un doigt, un index, vous voyez, qui est surdimensionné pour manipuler la télécommande de ses appareils, etc., etc. Alors ça nous montre bien que, en fait, dans ce divorce entre biologie et technologie, la technologie est très éphémère. Nous n'avions pas, il y a 10 ou 20 ans, d'écran tactile. Nous n'avions pas, il y a 30 ou 40 ans, de télécommande. Et ces éléments-là, peut-être qu'on ne les aura plus dans 30 ou 40 ans. Autrement dit, la vitesse technologique est très rapide, la vitesse biologique est très lente, et donc on ne peut pas prédire des évolutions biologiques très lentes avec des composants technologiques qui, eux, changent tout le temps. Donc c'est juste pour vous montrer que ces images fantaisistes représentent ce décalage, n'ont pas beaucoup d'intérêt. Sinon, la spéculation, bien sûr, sur notre futur. Donc on peut imaginer, là aussi, qu'on aura un cerveau plus gros, qu'on sera complètement enveloppé de graisse ou pas. Et puis peut-être qu'il y aura des clonages avec des animaux, des êtres hybrides, des chimères, puisque ça existe déjà au niveau moléculaire. Voilà une autre vision de cet homme atrophique, obèse, surchargé de graisse, avec son gros cerveau et ses muscles presque inexistants. Dans un autre registre, là, le cerveau s'est atrophié. C'est une caricature, je dirais, un dessin qui était paru dans un journal anglais il y a quelques années. Et étant donné que l'homme se décharge sur tout un tas d'outils pour faire à sa place, notamment les opérations intellectuelles, et là je pense à l'intelligence artificielle, eh bien le cerveau devient complètement atrophié et nage, je suppose, dans du liquide, une tête remplie de liquide. Alors, là encore, une autre vision où on a cette atrophie avec cet excès de graisse, avec des bras longs cette fois-ci, et ici une problématique qui est très très liée à l'acquisition de nourriture. Alors, je n'insiste pas sur tout ça. Vous pourrez à tête reposée lire les légendes, mais tout ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On a un peu plus de réalisme avec cette fois-ci un travail fait par des collègues anthropologues anglais. Donc voilà l'homme original. Et voilà comment on imagine un certain nombre de situations. Si par exemple, à gauche, on devait s'expatrier sur une autre planète, eh bien, notre format corporel diminuerait pour réduire nos besoins caloriques. Il y aurait un certain nombre d'adaptations qu'il imagine avec notamment un orteil séparé, un gros orteil séparé des autres et des modifications de l'appareil masticateur pour des nourritures plus molles, plus artificielles. Si à droite, nous devions nous adapter à la vie sous-marine, eh bien, nous verrions que notre capacité respiratoire s'affaiblit, puisqu'on va se brancher sur des appareils, mais que pour faciliter la natation, les pieds et les mains pourraient devenir palmés. Enfin, au milieu, à côté de l'homme normal, on peut imaginer que si une époque glaciaire revenait, eh bien, il serait avantageux, ça s'appelle la loi de Bergman en physiologie, il serait avantageux de gagner en masse corporelle parce qu'une masse corporelle plus grosse permet de mieux conserver la chaleur. C'est un peu l'évolution qu'on a vue chez les animaux de l'époque glaciaire comme les mammouths, qui sont plus gros que des éléphants. Alors je n'oublie pas les femmes, bien sûr, même évolution, donc la femme originale en quelque sorte, la femme qui va aller vivre sur Mars, donc même chose, réduction de la taille, réduction de l'appareil masticateur, la femme sous-marine qui a également des modifications des yeux pour mieux voir peut-être sous l'eau, et puis la femme de l'âge de glace,
qui a également perdu sa mélanine complètement, puisque nous sommes dans un monde où les rayons ultraviolets se raréfient. Et donc, pour fabriquer la vitamine D qui est essentielle à notre système immunitaire, il faut perdre ce filtre de mélanine et donc devenir presque albinos, vous voyez, sur le teint de la peau et des cheveux, et puis éventuellement se couvrir de poils. Donc tout ça, ce sont encore des spéculations, mais elles sont amusantes puisque pour chacune d'entre elles, on peut discuter une hypothèse physiologique. C'est donc un petit peu plus réaliste. Toujours est-il que le point essentiel de notre débat réside sur l'augmentation technique. Il s'agit là, en quelque sorte, d'un geste chirurgical qui nous permettrait de nous doter de super-pouvoirs. Et ce geste chirurgical, il ne peut être développé que par une technologie, et puisqu'il n'est pas le produit d'une évolution biologique, mais d'une intervention extérieure, il résulte donc d'une greffe d'un système non organique sur un système organique. Alors de ce point de vue-là, on peut discuter justement l'idéal de beauté, puisque dans notre évolution, un certain nombre de traits ont été acquis par la sélection sexuelle, qui elle-même est liée à la bipédie, et notamment au fait que nos organes génitaux sont devenus visibles et que chez la femme, la poitrine elle-même est devenue permanente. Et on peut souligner, comme dans l'exemple des Barbies, qui est toujours un exemple intéressant en termes de proportions corporelles, de diversité et même d'anatomie, et bien discuter entre l'idéal et la réalité. Une étudiante américaine avait réalisé une Barbie à la taille 1, à la taille normale d'une femme, et elle avait constaté qu'elle était complètement handicapée, notamment qu'elle ne pouvait marcher qu'à 4 pattes parce que ses pieds sont trop petits. Alors, en termes de chirurgie, ça commence par les différentes interventions dites plastiques, la chirurgie plastique ou réparatrice ou esthétique. Vous voyez ici l'exemple de cette jeune femme asiatique, et c'est la même de gauche à droite qui a subi un certain nombre d'interventions pour changer complètement sa morphologie. Donc ça fait partie des choses qu'on voit. On voit même des femmes se faire enlever les 2 côtes flottantes, la 11e et 12e côte, pour avoir une taille plus fine. D'autres se faire amputer du 5e orteil pour entrer dans des chaussures très effilées, etc. Donc ça, c'est un petit peu l'état basique de la chirurgie. Mais bien sûr, on peut aller plus loin, on peut changer les organes, on peut donc imaginer qu'au fur et à mesure du vieillissement, on change tour à tour tous nos organes. Ce jeune homme a la particularité de tenir dans sa main son vrai cœur. C'est-à-dire qu'il a subi une transplantation et il porte le cœur avec lequel il est né qu'on lui a retiré. Donc ça, c'est depuis les années 70 qu'on arrive à faire ces prouesses. Et bien sûr, il n'y a pratiquement aucun organe qu'on ne puisse greffer ou transplanter. Et puis, bien sûr, en dehors des greffes venant de transplants organiques, soit d'un donneur humain, soit éventuellement d'un donneur non humain, un porc ou un primate, il y a toutes les technologies qui peuvent remplacer les organes, comme ici cette pompe cardiaque, ce cœur artificiel, qui est bien sûr plus intéressant qu'une greffe organique, puisque dans ce cas-là, on n'a pas à immunodéprimer le sujet pour éviter les rejets de greffe organique. C'est donc aussi, non pas le futur, mais presque le présent de la technologie qui nous conduit à ces augmentations. Encore sont-elles médicales et non pas utilitaires. Mais on peut également augmenter l'homme normal, l'homme non malade, et le doter de supercapacités, comme ici les exosquelettes, qui sont déjà employés dans plusieurs professions et qui permettent des mouvements avec une économie de moyens, puisque les systèmes électroniques qui sont adaptés à l'organisme humain amplifient l'effort, le démultiplient et donc permettent d'accomplir des tâches qu'on ne pouvait pas accomplir lorsqu'on était un simple humain tout nu. Et ces exosquelettes, bien sûr, ils se déclinent pour l'armée, mais aussi pour la vie quotidienne, pour la vie professionnelle, et peuvent aboutir à des performances tout à fait étonnantes. Il y a bien sûr, vous connaissez plusieurs cas, les gens qui ont dû être amputés, notamment des jambes. On leur
installent donc des prothèses. Et le paradoxe, c'est que ces prothèses, chez des gens qui sont physiquement diminués, les dotent de performance qui sont supérieures à celles de gens qui ne seraient pas handicapés au départ, à tel point que certains sportifs ont poussé l'insolence jusqu'à demander à être amputés pour bénéficier de ces extensions technologiques. Alors ça, l'éthique médicale s'y oppose, mais on peut en tout cas se satisfaire du fait que chez les gens qui effectivement ont eu des amputations, on peut les compenser largement. Et cette jeune femme ici, c'est aussi un mannequin pour la mode, puisqu'elle contribue, nous y contribuons aussi dans le parcours du Musée de l'Homme, à faire accepter le handicap de façon beaucoup plus positive qu'avant. Ces avancées vont assez loin, puisqu'on en est maintenant à réfléchir à un utérus artificiel. Pour certains transhumanismes, la grossesse devient une maladie, en quelque sorte, devient quelque chose de pénible. Et donc, ils rêvent de s'en passer. Donc, vous avez ici un scanner avec une femme enceinte et le fœtus en position pour sortir. Eh bien, l'utérus artificiel tel qu'il est imaginé ici a déjà une certaine réalité, puisque dans une expérience faite il y a quelques années à Philadelphie, on a pu élever des petits veaux dans une poche de plastique, c'est-à-dire qu'une fois la fécondation faite, l'embryon puis le fœtus se développent dans un milieu nutritif. Donc bien sûr, il est perfusé avec tout ce qui est nécessaire au niveau du cordon ombilical, mais il vit une vie complètement extra-utérine. Évidemment, du point de vue biologique, ça peut marcher puisque ces jeunes veaux ont pu être mis au monde, mais imaginez la pauvreté affective, évidemment, que constitue l'utérus artificiel par rapport à l'interaction entre un embryon et sa mère. Toujours est-il que ces technologies-là sont à l'étude et ça fait partie des aspirations justement de cette école transhumaniste. Alors, ce qu'on peut voir également, c'est que les perceptions peuvent être améliorées, voire augmentées. Ce jeune homme, qui s'appelle Neil Harbisson, a un défaut congénital de vision des couleurs. Il voit le monde en noir et blanc et il s'est fait greffer une antenne que vous voyez ici avec une mini-caméra qui reconnaît les couleurs, un spectre d'ailleurs de plusieurs centaines de nuances, et qui les traduit en son. Autrement dit, il voit les couleurs avec ses oreilles, et il a appris à distinguer les différentes nuances. Et une des choses intéressantes, c'est que pour la photo d'identité de son passeport, on lui avait demandé d'enlever l'antenne. Il a bataillé juridiquement jusqu'à obtenir qu'on la lui laisse. Et le fait que sa photo de passeport comporte l'antenne sacralise en quelque sorte, fait entrer dans la loi le fait que cet individu se définit lui-même comme un cyborg, c'est-à-dire comme une greffe entre de la technologie et un corps humain. Et il a une camarade, Moon Ribas, qui, elle, est allée moins loin dans la technologie, mais qui s'est quand même fait greffer dans le coude un capteur sismique qui dépiste les moindres frémissements de la planète, et elle ressent physiquement donc tous les tremblements de terre, même les plus lointains. Et là encore, elle convertit donc, grâce à la technologie, incorporée à son propre corps, des sensations extérieures pour les intérioriser. Donc ces deux jeunes gens ont d'ailleurs fondé une société qui s'appelle Cyborg, qui est donc ce que prévoyait la science-fiction depuis quelques dizaines d'années, c'est-à-dire l'alliance du corps humain et de la technologie. Alors, il y a d'autres exemples, comme celui-ci, le Primo Posthuman de Natasha Vitamor, qui est une femme assez étonnante. Elle imagine que dans le futur, notre peau sera intelligente. Elle l'est déjà, nous avons beaucoup de capteurs dans la peau, mais elle imagine un certain nombre d'avancées, y compris sur le fonctionnement du cerveau. Vous la voyez ici, c'est quelqu'un qui est extrêmement actif sur les réseaux sociaux. Tout ça pour nous dire qu'aujourd'hui,
l'humanité est entièrement connectée via justement non seulement ces réseaux sociaux, mais simplement les ordinateurs qui font que notre cerveau, qui depuis des millions d'années fonctionne à l'état individuel, devient maintenant un métacerveau, c'est-à-dire que tous les cerveaux connectés peuvent travailler ensemble pour produire de façon exponentielle des choses que, au niveau de l'individu, on n'avait pas la puissance de pouvoir produire. C'est donc aussi une partie du futur que d'imaginer cette alliance des cerveaux, ce métacerveau connecté sur l'ensemble de la planète, qui déjà bénéficie de toutes les acquisitions du savoir humain, accessibles en ligne, et qui, à partir de ces acquisitions, peut projeter de la nouveauté. Autrement dit, l'évolution se fera beaucoup autour de nos capacités cognitives. Comme le dit Laurent Alexandre, qui est, je l'appelle ce futurologue parce qu'il est urologue d'abord, et ensuite parce qu'il pense au futur, c'est un transhumaniste. Donc notre ami Alexandre, qui est assez extrémiste dans ses positions presque socio-biologiques, a cette pensée qui est juste, qui est le fait que le cerveau humain, pour le moment, c'est un ordinateur fait de viande. Et l'idée est de connecter cet ordinateur de viande avec un ordinateur fait de silicium. Alors ça, c'est une idée qui n'est pas seulement en l'air, qui est prévue notamment par cette espèce de visionnaire que vous connaissez tous, qui s'appelle Elon Musk, qui a fondé une société, Neuralink, justement pour réfléchir à la connexion entre des puces électroniques et un cerveau organique. Alors jusqu'à présent, et vous le voyez dans le titre, cette compagnie n'a pas des plans immédiats pour télécharger des choses sur les cerveaux, mais on peut penser qu'avec les moyens mobilisés par Elon Musk et avec les avancées que l'on constate déjà en médecine, cette proposition pourrait être réaliste. Actuellement, ce qu'on voit, ce sont soit des sourds, soit des aveugles, chez qui on pose des puces électroniques sur les nerfs sensitifs, donc soit le nerf auditif, soit le nerf optique, pour transformer des signaux que ne perçoivent plus en signaux électroniques qui sont décodables par leur cerveau. C'est ce qu'on appelle les technologies NBIC, qui allient les nanotechnologies, ça c'est un des grands champs de l'inventivité actuelle, les biotechnologies, tout ce qui a recours bien sûr à l'informatique, et ce qu'on appelle la cognitique, c'est-à-dire l'étude du fonctionnement cérébral, de la modélisation cérébrale, la façon dont on peut pénétrer le cerveau pour comprendre comment se fabrique une pensée, avec bien sûr les médiateurs que l'on connaît et les interactions complexes entre les neurones. Je voudrais maintenant aborder un chapitre plus réaliste, celui de la microévolution telle qu'on l'a constatée, nous les anthropologues biologistes, au niveau du corps humain, c'est-à-dire l'accumulation sur un certain nombre de siècles de potentiel physique. Vous voyez que le corps humain est un corps malléable, adaptable, plastique, on appelle ça la plasticité adaptative, et on a quelques exemples classiques, notamment, on en parlait tout à l'heure en ce qui concerne l'augmentation de la taille. Ici, vous avez un petit graphique qui date déjà de quelques années, mais qui n'a fait qu'être confirmé depuis. C'est ce qu'on appelle donc l'augmentation séculaire de la taille. Séculaire parce qu'elle se voit à peu près sur un siècle. Vous voyez par exemple ici entre 1900 et l'an 2000, les hommes en France ont gagné pratiquement 10 cm et de même les femmes, puisqu'on a des statistiques maintenant abondantes. Et ces statistiques, on peut les projeter dans le passé, puisqu'on a des archives qui remontent, en ce qui concerne la taille, en tout cas des conscrits militaires, donc des garçons, sur plusieurs siècles. Et bien sûr, avec nos collègues bioarchéologues, ceux qui étudient les squelettes des populations du passé, eh bien, on a des statistiques de taille qui s'étalent sur des milliers d'années. Donc, on voit cette augmentation de taille dont on connaît en gros les explications, qui sont plutôt autour de 3. La première, bien sûr,
c'est une amélioration de l'hygiène, moins de maladies, et les enfants autrefois avaient des problèmes de croissance liés à des maladies graves. Quand ils n'en mouraient pas, ils pouvaient avoir des séquelles. Le deuxième facteur est évidemment aussi alimentaire, puisque la nourriture s'est enrichie, notamment en protéines, et puis surtout, spectaculairement, en sucre. On consomme des quantités de sucre incroyables, excessives d'ailleurs, et vous savez que le sucre déclenche une réponse d'insuline, et que l'insuline est une molécule anabolisante, c'est-à-dire qui fait fabriquer du tissu organique et donc qui peut faire grandir les enfants. Et le troisième facteur dont on parle moins, c'est ce qu'on appelle la vigueur des hybrides, que les botanistes appellent hétérosis. C'est l'idée que quand vous êtes dans une communauté endogame, c'est-à-dire chez des gens qui se marient entre eux, il y a une certaine faiblesse génétique qui s'instaure. Alors que quand vous êtes exogame, et plus vous êtes exogame, c'est-à-dire plus vous allez chercher des partenaires à distance de votre communauté d'origine, et maintenant on peut chercher ses partenaires en un clic sur Internet à l'autre bout de la planète, et bien plus vous avez des partenaires d'origine différente, avec des génomes différents, plus vous augmentez la vigueur. Et ce qu'on a observé depuis 100 ans, c'est ce qu'on appelle la rupture des isolats, c'est-à-dire que dans la France rurale du 19e siècle, on se mariait avec des partenaires du village voisin, qu'on avait rencontrés en général à la fête villageoise, et avec l'émigration vers les villes, le développement des chemins de fer, etc., on a vu s'instaurer un grand brassage de population. La petite bonne bretonne émigrait à Paris, le bougnat auvergnat émigrait également à Paris, et ils se rencontraient dans un lieu commun où précédemment ils n'auraient jamais pu se rencontrer, d'autant plus qu'ils ne parlaient pas la même langue. Donc cette rupture des isolats faite de amélioration des transports qui sont maintenant étendus à l'ensemble de la planète et mégalopole fait que les brassages génétiques sont beaucoup plus faciles et qu'ils expliquent une partie de cette acquisition en termes de taille. On pourrait également parler des problèmes de poids, puisque au-delà de la taille, les gens ont pris du poids, ils ont même pris démesurément du poids par rapport à la taille, d'où cette émergence de l'obésité, que ce soit dans les pays du Nord ou dans les pays du Sud, sachant tout de même que cette émergence n'est pas irréversible, qu'à partir du moment où une certaine prise de conscience en santé publique se fait jour, eh bien, il y a des mécanismes correcteurs qui font que nous ne serons pas tous obèses dans 100 ans. Un autre élément qui est moins connu du public, mais tout aussi spectaculaire, c'est le raccourcissement de l'âge des premières règles, ce qu'on appelle la ménarche, qui survenait, vous voyez, en 1840 en France autour de l'âge de 15 ans et qui est maintenant plutôt autour de 12 ans. C'est donc un gain considérable qui est expliqué de plusieurs façons, mais notamment par l'édification d'une masse grasse. C'est ce qui explique que dans les pays du Sud, contrairement à ce qu'on peut penser, les filles sont souvent réglées un peu tard parce qu'elles sont maigres, si elles souffrent de malnutrition. Et c'est cette masse grasse capitale énergétique qui est en fait prévue par l'évolution pour nourrir les futures grossesses. C'est quand ce capital adipeux se met en place que les règles peuvent se déclencher. A contrario, les sportives très musculeuses mais très peu grasses voient ce qu'on appelle des aménorrhées d'effort, c'est-à-dire que au moment où elles sont les plus actives, leurs règles se suspendent. C'est une question d'économie du corps humain et cela est lié également à la diminution de leur masse grasse. Il y a donc comme ça dans le corps humain un certain nombre d'évolutions qui bien sûr ne sont pas extensibles à l'infini et c'est la problématique que l'on va aborder maintenant, celle des limites de l'espèce humaine, ce qui fera l'objet de la prochaine exposition au Musée de l'Homme. Et un des chercheurs qui ont réfléchi
à ces limites, c'est Jean-François Toussaint, qui est professeur de physiologie, que vous avez beaucoup vu sur les écrans parce qu'il fait partie de ce qu'on appelle les rassuristes, ceux qui pensent que l'épidémie de coronavirus 19 n'est pas dramatique. Peu importe, mais c'est un des premiers à avoir mis en évidence un aspect assez spectaculaire de ces limites qui consiste à faire la revue des records mondiaux et de la façon dont ils sont battus. Et quand on prend les records mondiaux dans différentes disciplines, on s'aperçoit que la croissance a été assez constante, avec bien sûr les épisodes de guerre qui les ont ralentis, mais qu'on atteint maintenant une espèce d'asymptote, vous voyez, un plateau, et que c'est de plus en plus difficile de battre des records. Si on prend par exemple le 100 mètres, eh bien, le temps excellent est de l'ordre de 10 secondes. On peut envisager descendre à 9 secondes, peut-être avec de meilleures chaussures et une technologie appropriée, puis également des gestes absolument optimisés, peut-être effleurer les 8 secondes et quelques, mais évidemment, on ne courra jamais le 100 mètres en 5 secondes, a fortiori en 0 secondes. Donc, on ne peut pas prolonger les courbes. De même que l'humanité plafonnera dans sa taille et ne va pas atteindre 2,50 m. En économie, Keynes disait que les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel. Chaque organisme est programmé génétiquement pour une certaine taille. Et en ce qui concerne l'espèce humaine, cette taille est de l'ordre d'1,80 m, voire 1,90 m. Mais ceux qui, à titre individuel, dépassent cette moyenne, soit sont particulièrement dotés génétiquement, soit sont des individus pathologiques qui ont notamment des tumeurs de l'hypophyse qui sécrètent de l'hormone de croissance, mais ne sont pas des gens normaux. Autrement dit, nous plafonnons, et c'est vrai qu'une des populations les plus grandes en Europe, c'est celle des Néerlandais. Et ces Néerlandais, dont la taille moyenne est autour de 1,90 m, ne grandissent plus. C'est maintenant l'Europe du Sud, qui était un petit peu en retard de ce point de vue-là, qui se met à grandir. Et sur d'autres continents, on a vu des chiffres importants. Les femmes coréennes, notamment, en 100 ans, ont pris plus de 15 cm. Donc, toutes ces progressions-là, elles ne sont pas linéaires. Et bien sûr, à un certain moment, elles vont se ralentir ou s'arrêter. Ce sera donc les limites optimales, en quelque sorte, de l'espèce humaine. Il y avait autrefois une science qu'on appelait l'eugénique qui prétendait purger notre génome de tous les gènes délétères. Cette approche reposait sur une mauvaise conception de la génétique, qui pensait que quelques gènes étaient nuisibles. En fait, on sait tous que nous portons de nombreux gènes nuisibles, mais qui ne s'expriment pas toujours. Et une autre approche s'appelle cette fois-ci l'euphénique. Au lieu de parler de génétique, de génome, on va parler de phénotype. Donc l'euphénique consiste en fait à chercher quel est l'optimum pour chacun de nous, sachant qu'à la naissance, nous sommes dotés d'un certain capital génétique qui n'est pas, bien sûr, égal d'un individu à l'autre, mais l'important est que, en fonction de ces données de départ, les circonstances du milieu fassent que nous nous développions de la meilleure façon possible. Je prenais tout à l'heure l'exemple de ces enfants qui ne grandissent pas quand ils sont malades. Eh bien, un des buts de l'euphénique et de la médecine en général, c'est de protéger les enfants contre les maladies afin que leurs gènes de croissance s'expriment. On aura toujours des individus petits et des individus grands, mais ce sera en fonction de leur capital génétique et non plus des accidents qui auront pu affecter le cours de leur existence. Donc c'est un petit peu ça l'idée, c'est de faire le mieux possible. Alors, pour vous montrer quelques exemples de plasticité, on sait par exemple que la couleur de peau, là aussi, elle est d'origine génétique. On a presque une centaine de gènes qui agissent sur la densité de mélanine, dont une douzaine sont des gènes vraiment importants. Mais vous voyez, cette maman européenne, adepte du bronzage forcé, c'est une pathologie qu'on appelle la tanorexie, et bien par rapport à sa fille, qui est d'ailleurs rousse et donc claire de peau, vous voyez à quels extrêmes le corps humain peut se prêter
quand on le force dans certaines directions qui sont liées à son capital biologique, puisque c'est normal, même chez des gens très clairs, de fabriquer de la mélanine. Alors de même, ce qu'on voit actuellement, ce sont un petit peu des transgressions sur les schémas habituels. Par exemple, ces femmes qui sont très musclées, qui développent des musculatures qu'on était habitué à voir dans le sexe masculin, mais qui leur va bien aussi. Donc elles prouvent par là que cette musculation n'est pas un caractère sexuel secondaire masculin. Et puis, autre transgression, celle de l'âge, avec ici cette femme, justement, qui fait des compétitions musculaires, et elle a 82 ans. Donc là aussi, transgression du vieillissement, transgression des frontières sexuelles, etc. Ça fait partie également du corps du futur. Alors en termes de longévité, puisque je vous parlais de la stature, eh bien on peut raisonner de la même façon pour ce qui est de l'espérance de vie. Ça avait fait l'objet d'ailleurs au Musée de l'Homme de ce petit poster. On pense que l'espérance de vie optimale dans l'espèce humaine est de l'ordre de 100 à 120 ans. Pourquoi est-ce qu'on le pense? D'abord parce qu'il y a des centenaires, bien sûr. Il y en a toujours eu, c'est-à-dire que même dans l'Antiquité, on connaissait les centenaires, et on a l'exemple célèbre de Jeanne Calment qui nous montre qu'on peut aller, si tant est que son cas soit authentique, on peut aller un petit peu au-delà des 100 ans. Ce qui nous empêche d'aller au-delà des 100 ans, ce sont ce qu'on appelle donc ces accidents de la vie, ce sont les infections, les pathologies de surcharge, les cancers, les accidents divers. Et je vous le disais, le but de la médecine, ça serait de protéger les individus contre tous ces accidents, faire en sorte qu'on développe une vie protégée de toute pathologie, surtout en raison de la médecine préventive, mais également en raison de thérapies géniques ou autres qui nous délivreraient de tous ces maux-là, de sorte que nous puissions mourir, comme on disait autrefois, de notre belle mort, c'est-à-dire mourir de vieillesse. Et à ce moment-là, on pourrait penser, bien que là aussi il y ait des différences génétiques entre individus, il y a des familles où on a une longue vie et d'autres où la vie est plus courte, et on connaît quelques gènes liés à cette espérance de vie. Néanmoins, on peut espérer donc atteindre ces 100 ans. D'ailleurs, certains démographes pensent que la moitié des petites filles qui naissent actuellement seront centenaires. Alors, quand on regarde les courbes, notamment en France, ça n'est pas aussi rose que ça, et on voit des plafonnements. Alors ces plafonnements, ils peuvent être liés à, là encore, des accidents, les accidents de la canicule d'il y a quelques années, les accidents, bien sûr, de la Covid. Et puis un autre problème, c'est que vieillir est une chose, vieillir en bonne santé est une autre chose. Et que, en fait, même si on constate une augmentation de la durée de vie, ce n'est pas toujours dans des conditions optimales, puisque ça accumule, en fait, cette accumulation de pathologies fait que les gens n'ont pas une vieillesse saine. Une parenthèse d'ailleurs sur le calcul de cette espérance de vie, parce qu'on fait des erreurs grossières, et parfois chez des gens très bien. L'espérance de vie à la naissance, il faut voir que c'est un calcul moyen qui tient compte bien sûr de la mortalité infantile, puisqu'un certain nombre d'enfants qui ne seront pas des adultes font baisser la moyenne. Or, ce qu'on a vu ces dernières années, c'est moins un vieillissement plus long qu'une baisse de cette mortalité infantile. En Suède, il y a quelques années, aucune fillette de l'âge de 8 ans, ça n'était jamais arrivé dans l'espèce humaine, aucune fillette de cette tranche d'âge est morte, que ce soit d'accident ou de maladie. Et donc, si tous les enfants qui viennent au monde deviennent des vieillards, évidemment, mécaniquement, la moyenne d'espérance de vie augmente. Non pas parce qu'on vit plus vieux, mais parce que les enfants meurent moins. Et donc c'est cette nuance-là qu'il est important de garder à l'esprit. Le plus spectaculaire en médecine depuis 50 ans, et c'est encore plus net dans les pays du Sud, cet effondrement de la mortalité infantile, lié bien sûr aux antibiotiques et à un certain nombre d'autres initiatives médicales qui ont donc mécaniquement rallongé l'espérance de vie.
Donc on verra plus de centenaires qu'avant, mais le fait d'être centenaire n'est pas du tout en soi une nouveauté pour l'humanité. Alors dans les évolutions, bien sûr, l'alimentation a été prépondérante, à tel point que maintenant, vous voyez, on en vient à contester même le fait de manger de la viande. Donc un certain nombre de vedettes se sont mobilisées pour le véganisme, etc. En fait, beaucoup de réflexions tournent et on en a la preuve ici au Musée de l'Homme, où on a également récemment tenu une exposition sur l'alimentation. On a donc des réflexions en tant qu'anthropologue et paléanthropologue sur ce qu'on appelle le régime paléolithique. Ça, c'est une notion qui a beaucoup pénétré le public, les journaux féminins, etc. Qu'est-ce que c'est que le régime paléo? Eh bien, en gros, c'est un régime qui a façonné l'humanité pendant très longtemps. Si on imagine que depuis nos ancêtres australopithèques, Lucie, qui a plus de 3 millions d'années, jusqu'à la révolution néolithique, la sédentarisation, l'apparition de l'élevage et de l'agriculture il y a moins de 10 000 ans. Donc pendant des millions d'années, nous avons été des chasseurs et des cueilleurs. C'était la période du Paléolithique et donc le régime attaché à cette période était un régime certainement à base de viande, on n'est pas dans le véganisme, mais une viande maigre, une viande d'animaux sauvages, pas une viande d'animaux élevés et gavés en batterie. Donc viande maigre, acquise au prix d'efforts physiques importants. On ne va pas se nourrir en faisant ses courses, on va courir après le mammouth. Donc mode de vie peu sédentaire, beaucoup de collecte de végétaux, donc de fibres, de vitamines, etc. Très peu de sucre, il n'y a pas de sucre dans la nature en dehors du miel, en tout cas sous nos climats. Très peu de sel. Le sel a été très longtemps une denrée extrêmement rare et chère, et en dehors des zones littorales, c'était difficile d'en trouver, bien qu'il soit important pour notre physiologie. Pas d'alcool non plus, qui n'avait pas encore été inventé, et je ne parle même pas du tabagisme. Donc finalement, un mode de vie très sain, un fait d'exercice et de nourriture qui ne sont pas encore entachés de tous les excès actuels, excès essentiellement de sucre, de sel, d'alcool et de tabac pour ceux qui fument. Donc, au néolithique, on voit une radicale transformation de ce mode de vie, puisque les villages apparaissent. On élève des animaux, pas forcément d'ailleurs pour les manger, mais on peut consommer le lait. Et du coup, un certain nombre de mutations qui existaient à l'état latent vont se révéler, notamment la persistance de la lactase intestinale. Nous avons fait au musée beaucoup de travaux sur la lactase en Afrique et en Asie. Donc cette mutation permet d'assimiler le lait, alors que chez les gens qui ne sont pas porteurs de cette mutation, la digestion du lait disparaît après la période de lactation normale, donc les premiers mois ou les 2 premières années de la vie, et cette capacité de digérer le lait est perdue. C'est ce qu'on appelle l'intolérance au lactose, et c'est le cas de presque toutes les populations africaines, sauf celles qui sont des éleveurs, comme les Peuls, les Tutsis, les Touaregs, etc., alors qu'en Europe, à peu près 80% des gens dont les ancêtres ont élevé des vaches sont tolérants au lactose. D'autres mutations, comme l'alcool déshydrogénase, qui nous permet de métaboliser l'alcool. C'est une enzyme hépatique et l'alcool est un produit toxique. Quand on a des ancêtres comme les nôtres qui ont bu des boissons alcoolisées depuis quelques milliers d'années, la sélection naturelle a fait émerger cette capacité à métaboliser l'alcool pour le neutraliser. Tous les peuples ne l'ont pas. J'ai beaucoup travaillé chez les Pygmées d'Afrique centrale et je peux vous dire qu'une simple bière les rend ivres, puisque l'alcool, n'étant pas détoxiqué, va tourner dans leur sang, dans leur cerveau pendant plusieurs heures. L'alimentation est donc un très grand facteur d'évolution, et même s'il ne se voit pas sur la morphologie que nous avons, eh bien, toute cette évolution enzymatique fait qu'on est certain que l'homme continue d'évoluer et qu'avec le temps, il va accumuler un certain nombre de nouvelles mutations en réponse aux changements environnementaux.
Toujours est-il que justement, pour parler des pygmées, vous avez un exemple d'un baka camerounais ici. On voit apparaître l'obésité chez des peuples qui étaient donc plutôt des gens adeptes du régime paléo, mais qui eux-mêmes se sont sédentarisés, sont devenus agriculteurs, voire militants dans des ONG. Et donc on voit apparaître des pathologies de surcharge, qu'on voit également apparaître chez nos cousins primates quand ils sont dans les eaux. Et bien sûr, chez nos propres animaux domestiques, regardez l'animal et vous verrez le maître. Alors c'est vrai que le corps humain évolue, non seulement du point de vue métabolique et enzymatique, mais également du point de vue morphologique, même si cette évolution est lente, mais on a quelques preuves. Par exemple, même s'il y a peu d'organes vestigiaux dans notre anatomie, on a par exemple ces petits muscles-là qui s'appellent les muscles auriculaires. Vous voyez qu'il y en a 3. Alors les anatomistes n'ont pas beaucoup d'imagination, donc il y a un antérieur, un postérieur et un supérieur. Ces muscles étaient développés chez nos cousins et permettaient de remuer les oreilles, mais de nos jours, ils ont perdu leur utilité. Et en dehors de quelques individus qui, pour amuser, peuvent bouger leurs oreilles, c'est une fonctionnalité qu'on a perdue. Mais quand on fait la dissection de la région auriculaire, on constate que ces muscles sont toujours là et témoignent donc d'un passé évolutif perdu. De même, si vous regardez vos radios dentaires, vous allez chez le dentiste, vous verrez que votre canine, qui ne dépasse pas des autres dents, ça c'est un signe d'hominisation, eh bien votre canine, elle a une racine beaucoup plus longue que les autres dents, et c'est donc la preuve qu'autrefois nos ancêtres avaient des canines plus fortes, comme on le voit encore chez les gorilles et les chimpanzés. Un autre vestige amusant, c'est ce qu'on appelle le muscle horripilateur. C'est ce qui vous donne la chair de poule. Alors, chez les chats, par exemple, ces muscles-là peuvent être mobilisés pour impressionner l'adversaire. Chez nous, puisque même si notre pelage n'a pas disparu, il est devenu en tout cas presque transparent. En fait, on a autant de poils qu'un chimpanzé, mais on le voit moins. Et le pelage ne nous sert pas à nous réchauffer parce qu'il n'est pas assez dense. Et éventuellement, il peut nous servir de marqueur. Alors quand on a froid, ce muscle se contracte mécaniquement, c'est ça qu'on appelle la chair de poule. Et puis dans certaines émotions également, on peut avoir cette chair de poule qui n'est pas liée au froid, mais qui est quand même une contraction émotionnelle de ce micromuscle. Et donc cette chair de poule, à la rigueur, peut servir de signal pour un partenaire, mais on n'a pas vraiment une utilité vitale de ce petit muscle, et donc on peut considérer que c'est un témoignage fossile, en quelque sorte, de notre anatomie passée. Mais si on regarde bien, évidemment, tout dans notre corps témoigne de l'anatomie passée. Prenez un poisson et vous verrez un être humain. Prenez un poisson avec sa tête, ses yeux, ses narines, sa bouche, sa colonne vertébrale. On peut dire même ses nageoires qui vont devenir, on a des fossiles qui le prouvent, qui vont devenir des membres. Et donc vous verrez un être humain. Prenez même une créature très simple comme un ver, pourvu qu'il soit doté d'un axe antéro-postérieur avec une bouche et un anus, un ventre et un dos, un côté droit et un côté gauche, et déjà vous avez notre schéma corporel, un schéma qu'on partage avec énormément d'animaux et qui a plus d'un demi-milliard d'années. Alors certains pensent, ça revient assez souvent dans les dessins et dans les spéculations sur l'homme du futur, certains pensent que nous perdrons notre 5e orteil. Ce qui fonde cette légende, c'est l'idée qu'il est tout petit et qu'apparemment il ne sert pas à grand-chose. Mais d'abord, si, il sert à grand-chose parce que ce qui caractérise l'espèce humaine, je vous l'ai dit, c'est la bipédie. C'est un caractère pratiquement unique. Il y a bien quelques animaux qui s'essayent à la bipédie, mais nous, ça définit entièrement notre évolution, y compris le développement cérébral, y compris la perte du pelage, la thermorégulation. Enfin, tout est orienté chez l'homme en fonction de la bipédie. Le grand préhistorien et anthropologue André Leroi-Gourhan, qui a longtemps exercé au Musée de l'Homme, disait « l'humanité a commencé par les pieds ». Il ne se trompait pas. Eh bien, en fait, nous sommes dotés de 5 orteils, mais également de 5 doigts
à la main. Donc on a vu tout à l'heure qu'éventuellement ces doigts pourraient devenir palmés. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est que cette anatomie, elle est très ancrée dans nos gènes depuis très longtemps. Si vous regardez la patte d'un lézard, il a également 5 doigts. Et sur cette diapositive, vous voyez en fait les gènes de développement qu'on appelle OX chez une mouche, hein, la drosophile. Et vous voyez là ce qui est encadré, c'est qu'il y a une espèce d'enfilage de collier de perles avec des gènes qui, de la tête jusqu'à l'extrémité postérieure du corps, développent le schéma corporel au cours de ce qu'on appelle l'ontogénèse, c'est-à-dire le développement embryonnaire. Et ce que vous voyez en bas, ce sont les mêmes gènes, en fait, chez l'homme. On s'aperçoit qu'il y a ce qu'on appelle une homologie absolue, et les couleurs le prouvent, là, entre les gènes OX des diptères et les gènes OX des vertébrés, et notamment de notre espèce. Et vous voyez sur le schéma de l'embryon qu'il y a une correspondance tout à fait exacte entre la mouche et le corps humain, avec une tête, bien sûr, un thorax, un abdomen, des membres, etc. Eh bien, ces gènes OX, ils sont donc acquis depuis une très longue évolution, depuis l'époque où les invertébrés et les vertébrés avaient un ancêtre commun. Et ces gènes, en ce qui concerne les vertébrés, ont fixé, pour la plupart des espèces, 5 doigts à chaque main ou pied. Alors, bien sûr, certaines espèces, comme les chevaux, ont perdu un des doigts, voire plusieurs. Par exemple, le cheval, il ne court que sur un doigt, le doigt du milieu. Le porc a 2 doigts, etc. Mais quand vous regardez les embryons et les fœtus de toutes ces espèces, vous voyez toujours 5 doigts, qui est donc le schéma très ancien, très ancré dans nos gènes, tout ce long développement pour vous dire tout simplement qu'on n'est pas prêt de perdre notre 5e orteil, d'autant que dans la bipédie, puisque tout notre poids repose sur l'appui plantaire, eh bien, le 5e orteil est très important pour l'équilibre dans la course et dans la marche. Et justement, ces femmes dont je vous parlais qui se font amputer le 5e orteil ont des gros troubles à la marche. On avait donc là ce qu'on appelle la microévolution, mais avec les gènes OX, on a déjà abordé la macroévolution, hein, les tendances sourdes, qui font qu'effectivement, nous nous sommes différenciés par rapport aux autres primates. Alors bien sûr, il y a encore une certaine proximité. On reconnaît dans l'homme le chimpanzé, mais on a vu quand même une direction unique, hein, celle qu'a emprunté le rameau humain par rapport au rameau des chimpanzés. Et la divergence entre ces 2 rameaux, elle est à peu près à 7 millions d'années. Il y a notamment un fossile, alors un fossile qui est assez discuté, qui s'appelle Toumaï, hein, le Tchadanthropus, qui a été trouvé donc au Tchad et qui évoque des caractères effectivement qui pourraient en faire un ancêtre possible de la lignée humaine, ou en tout cas un stade anatomique relativement au carrefour entre la lignée des chimpanzés et la lignée des hommes. Alors, ces lignées ont divergé et à l'intérieur de l'espèce humaine, ça a généré toute une diversité. Là encore, c'est une animation du Musée de l'Homme qui montre qu'en fonction à la fois des adaptations locales, des migrations, mais aussi des phénomènes d'endogamie, un certain nombre de caractères se sont développés sur une base géographique. Donc on les trouve statistiquement beaucoup plus dans une région, sur un continent, que sur un autre. Mais vous voyez qu'à partir du même visage, on peut décliner en changeant uniquement quelques détails de couleur de peau, de structure de cheveux ou de forme du visage. On peut décliner l'ensemble de l'humanité qui, vu globalement, a une très faible diversification génétique. Alors, cette diversité, elle a été acquise à cause de l'isolement. Les humains, notamment les humains modernes, ont quitté l'Afrique, se sont développés dans d'autres conditions, ont perdu leur couleur de peau, etc. Et surtout ne se sont plus reproduits avec des partenaires qui, eux, étaient restés dans le berceau africain. Donc cette isolation géographique a généré
ces particularismes. Il est évident, on en parlait tout à l'heure, qu'avec la reconnexion de l'ensemble de l'humanité, le fait qu'il y ait un brassage génétique qui est basé sur la facilité des transports, qu'on n'avait pas il y a 10 ou 15 000 ans, eh bien, ce brassage va générer beaucoup plus de métissage et donc finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser non pas une homogénéisation, mais une augmentation de la diversité, comme vous le voyez avec cet enfant, c'est-à-dire qu'on peut voir apparaître des phénotypes, des apparences qui n'appartiennent pas aux populations ancestrales. Ici, par exemple, cet enfant qui a des ancêtres africains, mais aussi des ancêtres européens. On peut voir au Brésil, notamment, population très métissée, des gens qui ont à la fois des cheveux roux et des traits africains, ou l'inverse. En tout cas, des caractères qui sont hérités des populations ancestrales. Ces populations ancestrales séparées depuis des dizaines de milliers d'années qui se retrouvent à la faveur des migrations et qui donc combinent des traits anatomiques jusqu'alors inédits, donc finalement une augmentation de la diversité humaine. Alors, en matière d'anatomie, ce qui a le plus changé chez nous depuis, disons, 2 millions d'années, c'est surtout le crâne. Ici, vous avez un squelette à gauche d'Homo erectus ou ergaster. C'est l'homme, ce qu'on appelait autrefois le pithécanthrope pour l'Asie. En fait, l'homme de Nario-Kotomé, qui a un peu plus de 2 millions d'années, on expose une copie de son squelette au musée. Et vous voyez, comparé à un homme actuel, que le squelette post-crânien est relativement similaire. Et on a déjà, chez cet ancêtre africain, la morphologie de quelqu'un qui non seulement est très délié, mais certainement un très bon marcheur et un très bon coureur. Tout ça, ce sont des caractères très humains qu'on ne voit pas chez les australopithèques qui les ont précédés. Par contre, au niveau du crâne, vous voyez qu'il est encore assez archaïque, avec des superstructures importantes et une capacité cérébrale plus petite qu'aujourd'hui. Mais on parlait d'homologie tout à l'heure. On voit donc ici, sur cet ouvrage qui date du XVIe siècle, qui est le premier traité d'ornithologie, qui est d'ailleurs fait par un Français, Pierre Belon, eh bien, cet auteur a eu l'idée de suspendre un poulet de la même façon qu'on suspend sur une potence un squelette humain. Et vous voyez très bien cette homologie dont on parlait tout à l'heure. Et pourtant, les oiseaux ne sont pas proches de nous du point de vue évolutif. Vous savez que les oiseaux sont les descendants des dinosaures. Et malgré cela, et même si l'ancêtre commun entre la lignée humaine et les dinosaures est très ancien, eh bien, il y a une conservation, presque une copie entre les deux schémas anatomiques. Alors, cet Homo sapiens, donc, il a une histoire que l'on connaît maintenant de mieux en mieux. Je vous le disais, les premiers pas de l'espèce humaine, c'est autour de 7 millions d'années. Les australopithèques, entre 4 et 2 millions d'années. Ensuite, les Homo erectus. Et puis, l'Homo sapiens apparaît. Alors ici, c'est un exemple qui a à peu près 200 000 ans en Éthiopie. Mais vous savez que notre collègue Jean-Jacques Hublin a trouvé un squelette d'homme moderne, un peu archaïque aussi, mais quand même moderne, au Maroc, qui est daté de 300 000 ans. Donc on peut considérer que, disons, notre espèce Homo sapiens a 300 000 ans. Et à partir du crâne, vous voyez qu'on fait des reconstitutions anatomiques, donc on rajoute les muscles, les tissus mous, etc. Et on aboutit à un physique de quelqu'un qu'on pourrait très bien croiser dans le métro. Autrement dit, depuis 200 ou 300 000 ans, notre morphologie extérieure n'a pas beaucoup varié. Et pour en revenir donc au thème du titre, quelle tête aurons-nous dans 10 000, 100 000, voire 200 000 ans? Eh bien, on peut imaginer que, puisque ces caractères évoluent très lentement, en l'absence bien sûr de toute greffe technologique, l'évolution spontanée de l'espèce humaine fera que dans 10 000 ou 100 000 ans, on aura exactement la même tête que maintenant. Alors, nous sommes le produit d'un certain nombre de métissages, bien sûr. Quand les humains ont quitté l'Afrique, ils ont rencontré, les sapiens en tout cas, ils ont rencontré les descendants de migrations antérieures, puisque les premières sorties d'Afrique, c'est
justement ce squelette de coureur, l'Homo erectus ou ergaster, qui sort d'Afrique il y a environ 2 millions d'années, qui laisse donc des descendants, notamment en Eurasie, les hommes de Néandertal et les hommes de Denisova. Maintenant qu'on est capable de décoder le génome fossile à partir d'ossements de ces individus et de les comparer à notre génome, on s'aperçoit des apports réciproques qu'ont suscité ces métissages. Et là, vous voyez un petit peu des combinaisons d'un certain nombre d'hommes politiques actuels vus sous l'angle paléo. Vous voyez qu'en fait, on les reconnaît très bien et qu'il n'y a aucune évolution morphologique notable depuis le paléolithique. On aboutit donc au présent, aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui. Alors, là encore, spéculation, que vont-ils devenir? Alors, pour certains anthropologues, vous voyez, dans 20 000 ans, dans 60 000 ans, dans 100 000 ans, on voit des petites modifications qui ont notamment trait alors je peux vous le faire à l'envers éventuellement, qui ont trait à la dimension des yeux, donc à un gain en matière de vision, et à la dimension cérébrale avec un cerveau qui devient plus gros, un peu plus proéminent dans les lobes frontaux. Mais tout ça n'est évidemment qu'une spéculation amusante, mais qui repose donc quand même sur un certain nombre de traits anatomiques. Et puisque, je vous l'ai dit, ce qui fait l'homme, c'est avant tout la bipédie, cette bipédie a entraîné des redistributions sur les pressions crâniennes et un épanouissement de la masse cérébrale qui est rappelé ici. Vous voyez que donc depuis 6 millions d'années, et vous avez le Sahelanthropus à gauche, là, à 7 millions d'années, jusqu'à l'homme de Néandertal, eh bien, vous voyez que le volume cérébral, le volume intracrânien, passe d'environ 400 cm3, 400-450, ce qui est le chiffre également pour un chimpanzé, grandit avec les australopithèques, puis les premiers homos, les homo habilis, les homo ergaster, jusqu'aux homo sapiens archaïques et aux hommes de Néandertal. Il y a donc cette croissance qui n'est pas continue, mais qui est quand même attestée, l'évolution humaine étant mosaïque, avec toujours des formes un petit peu différenciées, mais globalement une tendance donc à un triplement, voire un quadruplement de la masse cérébrale en 3 millions d'années, ce qui est en fait énorme, hein. C'est une vitesse d'évolution énorme. Ça suggère qu'il y a eu une intense sélection, car il est rare dans une espèce zoologique de voir un organe triplé de volume en si peu de temps. Parce que 3 millions d'années au regard de l'évolution, c'est quand même assez bref. Alors, on a pu mettre en relation cette évolution cérébrale avec un certain nombre de gènes, dont celui qui est figuré ici. Ce sont donc des mutations sur ce gène et d'autres qui auraient entraîné cette expansion cérébrale. Mais ce qui est un peu inquiétant, si j'ose dire, c'est que cette expansion cérébrale, on a l'impression qu'elle est en train de diminuer, puisque l'homme de Néandertal avait un plus gros encéphale que l'homme de Cro-Magnon, et que l'homme de Cro-Magnon avait une capacité cérébrale plus grande que l'homme actuel, et a fortiori de la femme actuelle. Alors, je dis encéphale et non pas cerveau, parce que chez l'homme de Néandertal en particulier, il y a le cerveau bien sûr, mais il y a aussi le cervelet, c'est un organe qu'on oublie un petit peu, mais qui joue un rôle important, notamment pour l'équilibre. Et donc, il faut tenir compte également de l'évolution du cervelet. Mais globalement, c'est vrai qu'on assiste à une certaine réduction, qui ne veut pas dire d'ailleurs une baisse de capacité, puisque si je raisonne justement sur les différences entre hommes et femmes actuels, eh bien, le cerveau féminin est plus petit que le cerveau masculin, bien sûr, puisque le corps de la femme est plus petit que le corps de l'homme, mais les neurones de la femme ne sont pas plus petits que les neurones de l'homme. Autrement dit, si un organe est plus petit, c'est qu'il a moins de cellules. Et en poursuivant mon raisonnement, donc je vais dire que la femme a moins en quantité absolue de tissu cérébral que l'homme, et pourtant,
et ne me faites pas dire ce que vous pensez que je vais dire, eh bien, son cerveau est autant et voire plus performant que le cerveau masculin. On sait que les femmes, notamment, peuvent gérer plusieurs tâches en même temps, ce dont les hommes sont incapables. Eh bien, il s'agit non pas donc d'une question de volume absolu. On a d'ailleurs chez les hommes actuels, par exemple dans le sexe masculin, une taille cérébrale qui varie entre 1000 et 2000 cm3, donc pratiquement du simple au double, avec des capacités cognitives identiques. Autrement dit, être intelligent ne signifie pas avoir un gros cerveau. C'est vrai sur la tendance au cours des millions d'années, mais ça n'est pas vrai au niveau individuel, puisque c'est avant tout une question de connexion, de stimulation, de sophistication des réseaux neuronaux. On ne peut pas donc se contenter de raisonner en termes de volume, et il est vraisemblable quand même que même si l'intelligence absolue n'a pas beaucoup bougé, en tout cas sur les périodes historiques, on sait que les Grecs d'il y a 2500 ans avaient un raffinement intellectuel qui n'a pas été dépassé, et que l'homme de Cro-Magnon, qui est un créateur magnifique, un artiste, la grotte Chauvet, Lascaux, etc., un inventeur de techniques, eh bien, ces gens-là sont bien sûr aussi intelligents que nous. Pour l'homme de Néandertal, c'est un autre débat, mais en tout cas, dans l'espèce humaine Homo sapiens, c'est plus une diversification individuelle des différences entre gens que des différences spécifiques. Pourtant, un souci existe. On a des chercheurs au muséum qui travaillent là-dessus, sur les questions de pollution, sur les questions de perturbateurs endocriniens et sur le fait qu'un certain nombre de substances chimiques que nous avons inventées et répandues dans l'environnement pourraient affecter notre développement. Autrement dit, on est maintenant dans une phase où le futur de l'espèce humaine se discute non pas en fonction de circonstances externes, comme ça a été le cas dans le passé, d'un environnement qui façonnait l'évolution, mais en fonction de circonstances qui elles-mêmes sont d'origine humaine. Et il y a quelques années, nous avions tenu au muséum un colloque qui s'appelait « L'homme pourra-t-il s'adapter à lui-même » Autrement dit, tout ce que nous vivons actuellement, ce sont des conséquences de nos propres activités, comme le réchauffement climatique ou comme cet usage immodéré de molécules chimiques dont on connaît mal les propriétés, surtout quand elles sont combinées. Et bien donc maintenant, notre évolution, elle est beaucoup plus affectée par nos actions que par un environnement extérieur sur lequel nous n'aurions pas de prise. Alors en ce qui concerne en tout cas le volume cérébral, je vous le disais, c'est surtout des différences de connexion qui comptent et non pas un volume absolu, parce que ce volume absolu, un assez beau travail a montré qu'il était lié au climat. Ici, vous avez un volume rapporté à la taille du corps, puisqu'évidemment, c'est fonction de la taille du corps, c'est comme les différences entre hommes et femmes. Et vous voyez donc que plus on va vers le sud, plus cette valeur diminue. Autrement dit, dans les pays chauds, le cerveau est plus petit que dans les pays froids, ou plutôt c'est l'inverse, puisque nous sommes d'origine tropicale, c'est la colonisation des pays froids qui induit un format corporel plus grand et un cerveau plus grand. Et si vous vous souvenez des schémas que je vous ai montrés sur l'homme et la femme du futur, dans l'eau, sur une exoplanète ou bien dans un âge glaciaire, eh bien, on retrouve cette loi de Bergman qui veut que plus il fait froid, plus le volume augmente, y compris le volume de la tête, parce que c'est un organe qui va avoir moins de déperdition de chaleur s'il est plus massif. Et donc, les évolutions cérébrales seraient aussi fonction de la température ambiante. Mais on peut également faire un parallèle entre la domestication des animaux et ce qui s'est passé chez l'homme, puisque chez l'homme, et c'est là un concept intéressant, assez générateur d'hypothèses, le concept d'autodomestication. Au néolithique, on l'a vu, il y a environ 10 000 ans et un peu moins, les hommes ont commencé à domestiquer les animaux sauvages. Et donc à gauche, vous avez un exemple, celui de l'auroch, qui est l'ancêtre bovidé sauvage, et celui d'une vache. Vous voyez que notamment le volume du corps et de la tête et du cerveau
a régressé et que les superstructures, notamment les cornes, ont également régressé parce que le mode de vie d'un animal domestique n'est pas celui d'un animal sauvage et de même, ses capacités intellectuelles ne sollicitent pas les mêmes réflexes. Un animal sauvage qui doit se battre pour vivre n'a pas les mêmes réflexes qu'un animal domestique qui est nourri. Donc tout ça fait un modèle. Et si on regarde maintenant à droite les différences entre un Homo sapiens archaïque en bas, c'est l'homme de Kabwe au Zimbabwe, et l'homme de Cro-Magnon que nous conservons dans nos réserves. Donc sur une évolution liée à l'Homo sapiens sur environ 200 000 ans, on voit également cette diminution des superstructures avec un crâne beaucoup plus gracile et, on l'a vu tout à l'heure, peut-être une petite diminution de la capacité cérébrale. De sorte que les spéculations sur une augmentation du cerveau au cours du temps sont difficiles à argumenter. C'est ce qu'on voit souvent quand on parle de l'homme du futur, un homme à grosse tête. Je vous ai montré quelques exemples, mais s'il est vrai qu'au cours du temps, la tête a donc grossi et le cerveau a fait ce mécanisme d'enroulement que vous voyez ici. Vous voyez que le front se redresse, l'arrière du crâne devient aussi plus arrondi par rapport à nos ancêtres qui avaient des crânes aplatis, qui étaient un peu bas de plafond, si j'ose dire. Eh bien, quand on regarde des scanners d'un chimpanzé, d'un homme fossile ancien et d'un homme actuel, vous voyez cet angle qui est figuré en rouge, qui s'appelle l'angle sphénoïdal, parce que l'os qui est au centre comme ça du crâne s'appelle le sphénoïde. Eh bien, cet os, il a un mécanisme de fermeture. C'est-à-dire que vous voyez à gauche, l'angle est très ouvert, très obtus, et puis avec l'évolution, il se redresse pour atteindre presque un angle droit. Pas tout à fait, mais une tendance, en tout cas une tendance longue, qui fait qu'on a donc ce qu'on appelle une pédomorphisation. Qu'est-ce que ça veut dire la pédomorphisation? Ça veut dire une influence, une morphologie, pédo c'est l'enfant, donc une morphologie infantile. Vous voyez, on avait des théories anciennes, d'ailleurs de Bolk, sur cette infantilisation, sur le fait que, par exemple, même un chimpanzé juvénile a des traits plus proches de ceux d'un humain que le chimpanzé adulte. Avec l'âge adulte, un certain nombre de superstructures se développent, donc les superstructures au-dessus des orbites, le prognatisme de la face également s'allonge, et c'est ce que vous voyez aussi chez Mickey. Mickey, c'est une souris infantile, c'est une souris qui n'a pas de museau par rapport à une vraie souris, et c'est ce caractère infantile qui la rend sympathique en quelque sorte. Et bien donc, un certain nombre d'anthropologues ont spéculé sur cette pédomorphisation qui est illustrée ici sur des vrais crânes. Donc vous avez un crâne de très jeune enfant à la naissance, un adolescent et un adulte. Et vous voyez au cours de cette succession que la face s'est développée au détriment de la capacité cérébrale. Autrement dit, cette pédomorphisation, elle s'accompagne d'une réduction de la face et d'une domination, presque d'un écrasement de la masse cérébrale. Alors, on le voit effectivement, vous avez à nouveau le crâne de Kabwe là, d'un Homo sapiens archaïque et un homme moderne. Vous voyez cette pédomorphisation à l'œuvre. Le problème étant que nous avons des contraintes liées à la bipédie et notamment les contraintes du bassin. Le bassin est très important pour la marche debout. Il a conduit à une restructuration morphologique et à des difficultés pour l'accouchement chez la femme que n'avaient pas les femelles de primates. C'est pour ça que de nos jours, un accouchement est toujours une aventure risquée, avec une forte mortalité, notamment dans les pays du Sud. Il y a encore beaucoup de morts liées à cette aventure de l'accouchement, et pas seulement pour des raisons mécaniques, mais aussi pour des raisons d'hémorragie, des raisons de surinfection, etc. Mais avec quand même une contrainte qui est, vous voyez, entre les Homo sapiens archaïques en orange et les hommes actuels,
ce problème de la filière, donc chez une Européenne ou chez une Africaine, le problème de la filière par laquelle la tête du fœtus, vous avez peut-être vu tout à l'heure, vous vous souvenez de cette image de la femme enceinte, eh bien, le fœtus à la naissance doit négocier un passage dans des détroits, notamment celui-ci que vous voyez en blanc, et ce détroit est limité. Tant que le bassin a une certaine dimension, il ne peut pas accueillir un enfant qui a une trop grosse tête. Autrement dit, la capacité cérébrale de l'espèce humaine, elle est intimement liée à la dimension du bassin et elle ne pourrait pas augmenter sans que le bassin lui-même augmente. Et si le bassin lui-même augmente, ça veut dire que tout le corps est redistribué, y compris la bipédie. Donc ça, c'est une adaptation qui ne peut pas se faire rapidement ni facilement et qui peut prendre, si on considère l'évolution depuis les premiers hominidés, qui peut prendre 1 ou 2 millions d'années. Vous voyez que là, on n'est pas sur 10 000 ans. En tout cas, puisque le futur est imprévisible, on se nourrit d'angoisse. Ces angoisses, on en a parlé tout à l'heure, ça pourrait être celle du collapsus et de la déévolution, d'un retour en arrière, d'un abandon de toute notre technologie, mais également de nos capacités cognitives. Et puis, à l'inverse, une confrontation avec ce que nous allons nous-mêmes créer, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, et la crainte que cette intelligence artificielle nous dépasse et donc nous domine. Autrement dit, que nous soyons de plus en plus des êtres numériques avec un cerveau amplifié par les nanotechnologies et qui nous éloigne beaucoup du cerveau de Cro-Magnon, jusqu'à faire de nous donc des êtres complètement virtuels et, autrement dit, créer une humanité à 2 vitesses, puisque ça a été la crainte depuis longtemps, puisque la technologie veut créer un surhomme, et cette technologie, elle ne peut pas le créer par une évolution biologique lente et continue, dont je vous ai parlé, qui prendrait des millions d'années. Elle se fera sous forme d'une greffe de puces, de dispositifs divers, donc elle ne pourra évidemment numériquement ne concerner qu'une minorité d'humains, quelques milliers, voire quelques centaines de milliers, peut-être des millions, mais sur 7 à 8 milliards d'humains, certainement pas la majorité. Autrement dit, la crainte est de créer, et il y a déjà une humanité à 2 vitesses en fonction des ressources et des moyens d'accès notamment à la santé, mais la créer artificiellement, un surhomme doué de super pouvoirs qui ferait, comme l'a dit Yuval Harari dans son livre sur Sapiens, des dieux d'un côté, et là, non pas des inutiles, en fait, mais des esclaves, des gens qui seraient au service de ces surhommes. Donc ça, c'est une crainte réelle, hein, c'est ce qu'on peut craindre dans l'évolution vers le cyborg, c'est une domination d'une minorité qui, évidemment, en raison de ses super-pouvoirs, aurait des capacités bien supérieures à celles des humains dits normaux, des humains biologiques. Et du coup, l'écologie humaine, en se référant à la légende des 4 cavaliers de l'Apocalypse, hein, qui étaient la conquête, la guerre, la famine et les épidémies, et dans le contexte que l'on vit actuellement, ça a toute son actualité, eh bien, les grandes angoisses d'aujourd'hui et pour l'homme du futur, c'est naturellement le changement climatique, le choc des civilisations, les menaces démographiques, notamment de surexploitation des milieux, et puis, je n'ai pas besoin de vous le dire, cette mondialisation microbienne que les épidémiologistes avaient prévue depuis longtemps et que donc ils ne sont pas étonnés de voir survenir. Car en effet, la planète se réchauffe, on a quelques preuves, et on peut penser qu'avec ce réchauffement, d'ailleurs, notre morphologie pourrait s'adapter, et notamment notre quantité de mélanine, à l'inverse de cet homme et cette femme de l'âge glaciaire qui deviendraient très très blancs. Eh bien, si on a davantage d'ultraviolets, il faudra s'en protéger, car ils sont quand même cancérigènes, et donc nous augmenterons notre quantité de mélanine.
sachant par ailleurs, mais là je ne vais pas entrer dans ce débat, que les cycles climatiques suivent des périodicités géologiques, que nous sommes pour le moment dans une période interglaciaire et qu'il est difficile, là encore, de se projeter, non pas sur un siècle, comme le font souvent les modèles, mais sur 1000, 10 000, voire 100 000 ans. Toujours est-il que la morbidité, qui est aussi un grand facteur de démographie, elle se lie géographiquement. On n'a pas l'habitude de voir ces cartes-là, mais en fait, ça, ce sont des cartes des pays et des continents déformés par l'intensité des maladies qui y sévissent. Donc, vous voyez, par exemple, la tuberculose ou le sida, eh bien, ces menaces-là sont également des facteurs d'évolution de l'espèce humaine. Et même si on sait, avec la thérapie, les vaccins, etc., faire face à ces maladies, dont certaines sont anciennes et d'autres sont émergentes, eh bien, on sait aussi que de nouvelles maladies vont toujours apparaître parce que elles viennent, ça a été le cas pour la Covid, mais c'est le cas pour beaucoup de maladies, elles viennent de réservoirs animaux sauvages et que périodiquement, ces réservoirs animaux peuvent ensemencer l'espèce humaine. Et malheureusement, de façon très dramatique, comme ici pour l'épidémie d'Ebola, qui conduit à ce que nous vivions un petit peu sous cloche. Et pourtant, on constate aussi que les maladies peuvent régresser en l'absence de thérapie. Par exemple, la tuberculose, qui a beaucoup sévi, notamment pendant tout le XIXe siècle, a commencé à régresser au tournant des années 1900 de façon de plus en plus nette, alors même que les premières thérapies avec les antibiotiques efficaces ne surviendraient que 50 ans plus tard. Maintenant, ce qu'on observe malheureusement, c'est un phénomène inverse, c'est-à-dire une sélection de résistance aux antibiotiques qui font que pour certains malades dont la tuberculose résiste absolument à toutes les molécules connues, eh bien, on en revient à ce qu'on faisait au XIXe siècle, c'est-à-dire les mettre non seulement isolés, mais dans des conditions de vie optimales, avec du soleil, des sanatoriums, etc., pour essayer de renforcer leur immunité, sachant que les antibiotiques étaient efficaces. Donc, on sait que l'évolution des maladies infectieuses dépend aussi de la dynamique des germes, du contexte immunologique, de la nutrition, des modes de vie, etc., et pas seulement d'une dynamique interne. Du coup, l'écologie humaine nous fournit un certain nombre de façons de penser, notamment en termes holistiques, en termes de réseau d'interaction, puisque la pensée ne peut pas être linéaire, elle doit tenir compte des systèmes. Qu'est-ce que c'est qu'un système écologique? C'est un système où tout est interconnecté et où, quand vous modifiez un des éléments du système, c'est l'ensemble du système qui en subit les conséquences. Et donc, pour terminer, réflexion sur cette longue marche de l'humanité qui a conduit donc depuis les australopithèques que vous voyez ici, dont les traces de pas ont été conservées au Kenya, qui ont environ 3 millions d'années, un peu plus, eh bien, nos ancêtres, qui nous saluent, qui n'imaginaient pas tout ce qu'on pourrait faire à partir de la technologie, alors qu'eux-mêmes, à ce stade d'australopithèque, ne taillaient même pas une pierre, eh bien, c'est ça l'aventure humaine. Elle est résumée ici. Vous connaissez ce schéma qui traîne partout, mais qui peut être interrogé en disant est-ce qu'à un certain moment, on n'a pas fait les choses de travers? Et c'est sur cette interrogation que je voulais terminer mon intervention.